Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Noémie Delattre est actrice, artiste et féministe, mais dans ses spectacles, elle ne part pas en guerre contre les hommes, mais contre les préjugés. Ceux des hommes, mais aussi parfois ceux des femmes, qui reproduisent des comportements violents, blessants ou oppressants entre les deux sexes et au-delà par rapport à toutes les identités sexuelles. Cela ne l'empêche pas, pour en parler, de conserver ses talons de 12, ses cols en résille, ses jupes collantes et ses décolletés plongeants pour nous suggérer les contours d'un monde plus harmonieux. Il est temps de l'écouter, mais pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours essayé d'être une femme. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'injonctions sur cette chose-là, c'est tellement précis, être une femme aux yeux de nos sociétés occidentales. Être un homme, ça veut rien dire. Être un homme, c'est la base, c'est le neutre. On est avec un sexe d'homme et on est un homme, point. Et après, on peut être absolument ce qu'on veut. On peut avoir de la moustache ou de la barbe ou aucun des deux, être chauve ou bedonnant, peu importe. Alors qu'être une femme, ça se sortit de tout un tas de... Une femme doit être féminine. Forcément, elle doit être gracieuse, délicate, elle doit avoir l'instinct maternel, elle doit avoir des enfants, elle doit avoir un mari, elle doit être tout un tas de choses. Et même si c'est pas toujours dit, je trouve que, enfin moi en tout cas, j'ai toujours ressenti ça, qu'il fallait que je sois quelque chose que clairement je n'étais pas. Enfin, j'appartenais pas au femelle alpha, à la féminité, à tout ça, quoi. Comme si c'était un rôle qu'on essayait de te faire jouer, alors que toi, tu es une actrice et que tu veux choisir les rôles que tu veux jouer sur scène. Tout à fait, mais effectivement, dans le rôle, il y a quelque chose de... Comme c'est mon métier, quelque chose de gai et d'enfantin, alors que c'est pas du tout comme ça que je le sentais. Je sentais plutôt comme une case, comme un joug, comme un... Une assignation. Une assignation, merci, c'est le mot parfait. Une assignation. Mais j'étais une tellement bonne élève que j'avais fait mienne cette assignation et je la souhaitais. C'est-à-dire j'ai tout fait pour rentrer dans ce moule-là. Et c'est seulement une fois que j'ai pu y rentrer et y faire ma place, c'est-à-dire acquérir mes lettres de noblesse en tant que femme, que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Non, c'est même pas ça, parce que j'ai toujours su que ça m'intéressait pas, mais je me sentais pas libre de faire autre chose tant que j'avais pas montré que j'étais capable de faire ça. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il fallait... Oui, femme, je peux faire. Regardez, voilà. Regardez, j'ai des gros seins, je fais de la danse classique, je suis maman, j'ai des hommes, je suis dans des relations hétérosexuelles avec des hommes qui m'aiment. Voilà, c'est bon, j'ai rempli toutes les cases. Si je fais autre chose, c'est pas par dépit. Parce qu'il y a toujours cette espèce de mythe, d'épouvantail de la vieille fille. C'est-à-dire que toutes les femmes qui se conforment. Qui se conforment, merci, décidément, heureusement que tu es là. Toutes les femmes qui ne se conforment pas à cette assignation, on dit d'elles tout de suite que c'est parce qu'en fait elles n'ont pas pu, c'est parce qu'elles sont moches, c'est parce que c'est des vieilles filles, c'est les célibataires, les filles à chat, les gouines, toutes ces choses qui d'un coup seraient horribles, comme si c'était horrible d'être lesbienne. Voilà. Donc on fait peser une des manières d'astreindre les femmes à cette case, c'est de leur faire croire que si elles n'y rentrent pas, alors elles seront déchues de la société, déchues de leur titre de femme et même du coup de leur humanité, puisqu'elles ne sont là que pour être femmes. Donc du coup, comme j'avais cette peur-là, comme la plupart des femmes, je voulais montrer que j'étais capable de faire ça et que c'était par choix que je faisais autre chose et non pas par dépit. Donc c'est, regardez-moi bien, je peux avoir des hommes qui m'aiment, je peux faire des enfants, je peux être douce et délicate, je peux faire des points en danse classique, mais regardez-moi bien, c'est autre chose que je vais choisir. Je vais choisir d'avoir les cheveux courts, je vais choisir de vivre avec des hommes, des femmes ou personne, parce que ça me va très bien. Je vais choisir cette liberté, je vais choisir de faire ce que je veux de mon corps, de ma vie, de mes engagements. Je vais être féministe. Et pour moi, être féministe, si j'étais pas passée par le chemin précédent, j'aurais pas osé l'assumer. J'aurais eu peur que du coup on m'oppose systématiquement. Évidemment, t'es féministe parce que t'es frustrée et aigrie. Donc c'était important pour moi d'avoir mon diplôme de femme pour dire maintenant je vous encule. Pardon. Et quand tu dis regardez-moi bien, quel rapport entre ce sentiment d'être inconfortable avec l'idée sociale qu'on a de la femme et le théâtre et la scène? Alors ça, c'est une histoire... donc aujourd'hui, j'ai 40 ans et aujourd'hui, je comprends tout mon parcours et je comprends comment les deux aspects de cette question que tu me poses, qui sont l'art et l'engagement, ou disons l'art et ma féminité,
se sont en fait construits de manière parallèle et distincte pour aujourd'hui s'allier. Aujourd'hui, tout me semble évident, mais sur le moment, ça l'était pas du tout. J'ai d'un côté une histoire personnelle qui est très compliquée dans mon rapport à la féminité. Mes parents, d'abord, j'ai été conçue, ma mère est tombée enceinte pour récupérer mon père. C'est pas qu'elle voulait un enfant, c'est qu'elle voulait que mon père l'ait, mais elle s'est dit qu'on lui faisait un enfant. Donc c'était pas du tout intéressée au sens, mais elle était vraiment très amoureuse. Donc déjà voilà, et puis pour être sûre que vraiment ça accroche mon père, il fallait que je sois un garçon. Donc à l'époque il n'y avait pas d'échographie ou alors elle n'avait pas daigné en faire, mais enfin j'étais un garçon, je m'appelais Arthur, ça ne faisait aucun doute pour personne. Tout le monde attendait Arthur. Et quand je suis née, donc fille, comme vous pouvez l'entendre, enfin non d'ailleurs pas forcément, mais en tout cas fille, c'était une grosse déception. Et d'ailleurs le premier, donc on a failli mourir ma mère et moi en couche. Donc ma mère m'a découverte quelques heures après ma naissance puisqu'elle se réveillait d'une très lourde anesthésie. Et quand l'infirmière, toute guillerette, lui a dit c'est une fille, le premier mot que ma mère m'a adressé, c'est ah la salope. Donc ça partait quand même pas très bien. Et puis du coup, je suis restée 3 jours sans prénom, puisque j'étais Arthur, donc ça collait pas. Et voilà. Et puis ensuite, toute mon enfance a été marquée par ça. Ma mère m'a toujours habillée en garçon, m'a coupé les cheveux. On disait « Oh, il est mignon » dans l'ascenseur. Enfin, ça a été très, très compliqué tout le temps, cette histoire. Et puis ensuite, j'ai nourri tout un tas de complexes. Donc tout ça pour dire que quand je suis arrivée à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, pour moi, j'étais pas une femme. J'étais pas féminine. J'étais pas née du bon côté. J'étais mal née. J'étais mal foutue. J'étais vraiment le vilain petit canard. Et j'étais repoussante. Et donc, pour combattre ça, j'ai développé une extrême sexualisation de moi-même. J'étais extrêmement séductrice, séduisante. Je portais des tenues vraiment, mais j'avais des décolletés. J'étais à poil tout le temps. Je séduisais. Tous mes rapports avec les hommes comme les femmes étaient sur la séduction. J'ai couché avec des garçons très tôt. Et d'ailleurs, il y a eu toutes sortes de pratiques qui étaient... J'étais beaucoup trop jeune pour ça, pour pratiquer des fellations, etc. Il n'y avait aucun plaisir là-dedans. Je le faisais parce que j'avais le sentiment que c'était comme ça, uniquement comme ça, que j'arriverais à être acceptée en tant que femme. C'était en me sursexualisant. Voilà. Et parallèlement à ça, en fait, ça avait la même origine, mais je ne le savais pas. Et puis ça allait se rejoindre, mais je ne le savais pas non plus. J'ai tout de suite voulu être actrice. J'ai tout de suite voulu quitter cette vie, quitter cette enveloppe corporelle, cette assignation. J'ai tout de suite voulu quitter ça en étant artiste. Voilà. Et puis ces deux phases de moi-même ont cheminé pendant des années indépendamment. Et il y a quelques années, elles se sont retrouvées. Et notamment, ça s'est cristallisé dans ce spectacle Féministe pour hommes, là, qui est très récent, qui a 2 ans, et qui est vraiment le moment où mon engagement et ma réconciliation de moi-même avec mes qualités d'humaine et de femme et mon art s'accordent, enfin. Avant, il y a la publication de Un homme sur 2 est une femme, quand même avant. Oui. Alors, effectivement, disons le féminisme, c'est-à-dire la conscience qu'il y a une question des femmes et qu'il y a un vrai problème d'égalité entre les hommes et les femmes est arrivé, vraiment tombé dessus par hasard lorsque je travaillais à France Inter. J'étais dans cette radio et c'était Frédéric Lopez qui était mon boss et qui m'a dit, moi j'étais nouvelle à la radio, je connaissais pas très bien, mais lui avait confiance en moi et donc j'étais à l'antenne en direct toutes les semaines devant des millions d'auditeurs, c'est pas rien. Pour faire quel genre de chronique? Justement, on savait pas trop. C'est-à-dire qu'il trouvait que j'étais drôle et intéressante et donc une fois par semaine je m'exprimais, mais justement. Alors au début je faisais le courrier des auditeurs, après j'étais l'actrice qui on savait pas trop. Et justement, dans cette recherche, un jour, Frédéric m'a dit « Écoute, je me suis rendu compte que tu es drôle et intéressante quand tu es en colère. Je voudrais que chaque semaine, tu viennes avec ce qui t'a mis en colère. » Très bonne idée. Et là, effectivement, ça a été très facile. C'était vraiment une très bonne porte d'entrée pour moi. Et en fait, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que tout ce qui me mettait en colère, toutes les injustices que j'expérimentais ou que j'observais, étaient liées à mon genre. Tout ce que je subissais de négatif et de délétère, c'était parce que j'étais femme. Donc forcément, tout de suite, le mot féminisme est arrivé. Et comme je faisais partie de ces gens qui pensent que les féministes sont toutes de vilaines goudous à cheveux gras et qu'elles sont en guerre contre les hommes et qu'elles sont méchantes et tout, j'étais « Ah non, certainement pas, je suis pas féministe, mon Dieu, quelle horreur !» Et j'avais même inventé ce mot qui était fémininiste. Pas sûr que ça permette de mieux comprendre.
Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et effectivement, l'expérience, les témoignages, les réflexions, les discussions m'ont amené à dire mais non, non, bien sûr que non, je suis pas fémininiste, je suis féministe et c'est super et c'est un humanisme comme les autres et il va falloir que je commence à défendre ça. Alors, le féminisme comme humanisme, ça veut dire quoi, au fond? Ben, alors que tous les gens qui m'écoutent se posent la question, est-ce que vous pensez que les êtres humains doivent être libres et égaux en droit? A priori, vous avez tous répondu oui, ou alors c'est qu'il y a vraiment un problème. Si vous avez répondu oui, bah, bravo, vous êtes humaniste. Deuxième question, est-ce que vous pensez que les femmes sont des êtres humains? J'espère que vous avez tous répondu oui, bah, bravo, vous êtes féministe. Mais en fait, une fois qu'on a répondu à ces questions, encore faut-il appliquer les conséquences de ce que ces réponses impliquent. Alors effectivement, et c'était la première idée du livre, sorti chez Flammarion, Un homme sur deux est une femme, c'était de faire un petit état des lieux de tous les endroits. Enfin, alors je parle de la France puisque c'est là que je vis et que c'est le pays que je connais le mieux. Mais de tous les endroits en France où les femmes subissent réellement des injustices dues à leur sexe, et qu'elles soient dans la loi, parce que c'est le cas malheureusement aussi, ou dans la culture, ou dans les habitudes, ou dans l'entreprise, ou dans leur foyer, ou voilà. Et des injustices pouvant aller du féminicide à un sexisme ordinaire dans le langage, à des choses qui peuvent paraître moins graves. Et avec ce livre, j'ai commencé à être invitée beaucoup à des colloques, des assemblées, des réunions pour discuter de tous ces sujets. C'était très intéressant, sauf qu'à un moment, je me suis rendu compte que je ne parlais qu'à des gens déjà convaincus. Alors, on ne perdait pas notre temps, c'était vraiment intéressant parce que ça permettait quand même de consolider la pensée féministe, la philosophie féministe, donc c'est pas rien. Et moi, je sentais que c'était... Et en fait, du coup, je vais répondre à ta première question. Je sentais qu'il y avait autre chose que je pouvais apporter de plus personnel, c'est-à-dire quelque chose où moi et moi seule pouvait faire la différence et que c'était pas ça. Et qu'en fait, je me suis dit, il faut... Je vais à ces assemblées, ces colloques, ces tables rondes où on parle de ça et je continue à avoir à côté de moi des copains, des copines éduquées, cultivées, intelligentes, libres, à Paris, qui continuent à dire « Ah bah non, je vois pas le féminisme, moi j'ai aucun problème, tout va bien maintenant. » C'est pas possible, elles sont pourtant pas connes à ce point. Donc c'est juste qu'elles sont pas éduquées, quoi. On les a pas éveillées. Comment parler à ces gens? Comment parler à ces filles? Comment parler aux mecs dans la rue qui continuent à me dire « Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Enfin, comment m'adresser à ces gens? Et j'ai eu cette idée de faire un spectacle populaire, éminemment populaire. C'est-à-dire un spectacle... Une espèce de féminisme pour les nuls. Exactement, exactement. Exactement, une espèce de féminisme pour les nuls. C'est-à-dire, je me suis dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Quoique, en fait, il paraît que si. C'est avec les mouches, c'est avec le vinaigre, mais pas bref. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire un bon vinaigre pour les mouches. C'est-à-dire, je vais faire un spectacle qui est drôle, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que les gens auront plaisir à voir, quel que soit son message. Un spectacle avec de la danse, avec des moments joués, des images, des trucs rigolos, etc. Voilà. Mais qui parle de ça, qui parle de ces sujets, qui vulgarise ces sujets-là. Et donc, j'ai dans mon spectacle plein de petits trucs, de petits exemples qui pourraient parler à des enfants. En disant, par exemple, si vous voulez savoir si un propos est sexiste ou pas, vous remplacez femme par noir. Par exemple, les femmes ne savent pas conduire. Tout le monde le dit. Les noirs ne savent pas conduire. Ah, ça passe pas pareil. Ou alors, les femmes sont moins fortes en maths que les hommes. Évidemment. Les noirs sont moins forts en maths que les blancs. Ah là là. Et voilà, et de dire... Et que ça marche aussi avec les choses positives. C'est-à-dire qu'on a tous admis qu'il était raciste de dire les noirs ont le sens du rythme. Il est temps d'admettre qu'il est sexiste de dire les femmes ont le sens de l'organisation. Voilà. Donc c'est une espèce de petit kit de survie de l'apprenti féministe. Voilà. Et surtout, je donne aucune réponse. Je ne me permettrai pas de donner des conseils ni rien, mais je me contente de mettre en mouvement une réflexion. Et plus que ça, parce que à la fin de chaque spectacle, tu avais invité une personne, une femme, à donner son expérience de la féminité. Et c'était des moments très très forts. Quel a été le moment le plus fort à la fin de tes spectacles lorsque tu donnais la parole à ces femmes? Alors, c'était pas à la fin, c'était dans la dernière moitié, mais c'était pas à la toute fin. Et il y a tout a été formidable à chaque fois c'était vraiment formidable. Mais il y a une femme particulièrement qui est une humoriste en plus, assez connue en France, et qui est la petite rigolote, très drôle et tout. Elle s'appelle comment? Sandra Colombo. Et en fait, elle avait lu un texte absolument bouleversant sur une jeune femme c'était quelques mois après MeToo. Sur une jeune femme qui faisait son coming out d'avoir été violée, quoi, qui disait
J'ai été violée et ça a brisé tous mes rêves. Et voilà. Et c'était absolument bouleversant. Personne ne s'attendait à ça, de sa part à elle, et dans ce contexte-là, etc. Et c'était un cadeau. J'ai l'émotion rien que d'y repenser. C'était un très, très beau cadeau qu'elle nous a fait. De livrer ça, c'était superbe. Et là, maintenant, ça, c'était la première version du spectacle. Et maintenant, j'ai plus d'invités qui interviennent parce que malheureusement, j'ai plus le temps. Le spectacle a pris trop d'importance. Mais en revanche, le dernier moment du spectacle, c'est un moment qui est un peu dur où après avoir parlé de ce que je connais, c'est-à-dire le point de vue d'une femme blanche, valide, cisgenre, française, bourgeoise, etc., je dis, mais il ne faut pas que j'oublie que partout dans le monde, et je cite toutes les femmes victimes d'exactions dramatiques dans le monde. Donc ça laisse les gens dans un état un peu particulier. Et à la fin du spectacle, je reste pendant 1 heure à discuter avec les gens. C'est-à-dire que je dis aux spectateurs, aux spectatrices, si vous voulez venir me poser des questions, me dire des choses, témoigner quelque chose, me faire un câlin, voilà, c'est possible. Et c'est merveilleux parce que... Me faire un câlin. Oui. Ouais, je propose ça et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent me faire des câlins. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils viennent me donner un câlin ou me prendre un câlin. Mais c'est magnifique. Et j'essaye de prendre en compte tout ça à chaque fois et de l'insuffler dans le spectacle. Soit en mots, vraiment, parfois je change ou j'ajoute des choses en fonction de ce que des spectatrices m'ont dit. Par exemple, une spectatrice me disait, donc à la fin quand je parle de toutes ces femmes et tout, donc elle venait d'une banlieue très compliquée en région parisienne, et elle avait vraiment fait l'effort de venir voir ce spectacle, etc. Et elle me dit, mais il faut aussi parler des mamans des quartiers qui se battent toutes seules contre des cités entières de connards misogynes et qui se battent pour que leurs filles soient sauvées de ces ghettos et n'aient pas la même vie qu'elles, etc. Et... Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'un spectacle créatif, un spectacle inspirant, c'est un spectacle qui finalement déclenche une parole. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais l'ambition de déclencher une réflexion et je me rends compte que ça déclenche des paroles et même des actes. C'est-à-dire que, d'abord, j'ai la chance, avec ce spectacle, d'avoir presque tous les soirs des standing ovations. C'est-à-dire que les gens se lèvent. C'est pas rien, c'est une action. Ça m'émeut encore. Je suis fragile aujourd'hui. Mais surtout dans ce spectacle, justement, où je parle de révolution, que les gens se lèvent à la fin, je me dis... D'ailleurs, c'est ce que je leur dis à la fin. Je leur dis merci pour ce début de révolution. C'est le début de la révolution, se lever, juste se lever pour être contre ou pour. Et puis... Et beaucoup des gens qui viennent me parler à la fin ou qui m'écrivent après sur les réseaux sociaux me proposent des actions concrètes. Genre, je suis un stit, venez parler à mes élèves. Ou alors, je suis responsable du CE, venez dans mon entreprise parler. Ou alors, je monte une pétition pour la gratuité des protections périodiques. Venez signer. Et donc, alors c'est des gens qui n'ont pas eu besoin de moi, évidemment, pour faire des choses formidables, mais que du coup, le spectacle a donné un souffle supplémentaire. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir jeté un galet dans un étang et que une onde se propage. Je sens que c'est vraiment un échange. C'est pas du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, sur le câlin, je disais, je sais pas si c'est eux qui m'en font ou moi qui leur en fais. En fait, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que ce spectacle est un câlin, vraiment. Puis d'abord, ça dédramatise. D'abord, il y a le rire qui dédramatise toute cette histoire qui peut être horrible. C'est le premier pas pour s'engager dans un échange et dans une communication, finalement. Alors, on est vraiment en phase, Philippe, parce que tu dis que c'est le premier pas de dédramatiser, et mon spectacle commence exactement par ces mots. C'est-à-dire, mon spectacle commence en disant ce que je vous propose. Donc, non, je dis quelques mots qui en disent long sur la complexité d'être une femme dans nos sociétés, et je dis donc ce que je vous propose, c'est que ici, maintenant, tous et toutes ensemble, on révolutionne le féminisme en toute simplicité. Je vous propose que déjà on commence par bien se détendre avec ce mot. On se détend, on lâche, on dédramatise. On se dit bien que le féminisme n'est pas une horrible maladie vénérienne, mais simplement un humanisme comme les autres. Et là, il y a une chorégraphie et le spectacle ensuite commence. Donc vraiment, on est tout à fait en phase. Je pense que la première étape, c'est de dédramatiser. C'est de créer un contact humain. Et c'est le rire que j'ai choisi. Et personnellement, est-ce que de faire ces spectacles, d'avoir cette démarche, est-ce que ça a aussi transformé ton rapport au féminisme ? Complètement, évidemment. Complètement. C'est-à-dire que tu l'as bien compris dans le parallèle que j'ai fait entre ma vie personnelle et... C'est-à-dire qu'au départ, j'étais féministe pour me sauver moi-même. Enfin, c'était quelque chose d'assez personnel, en fait. Je subissais, moi, personnellement, des injustices qui me révoltaient. Et voilà.
Et en fait, vers mes 40 ans, parce que je les ai un peu dépassés, j'ai eu une année assez épiphanistique, avec beaucoup De révélation. ouais, beaucoup de révélations, beaucoup de choses que j'ai comprises, etc. Et surtout, je suis arrivée vraiment à un point d'alignement de moi-même où j'avais réparé, pensé la plupart de mes blessures ancestrales. Enfin, et d'un coup, j'ai pu me tourner vers les autres, en fait. Et ce spectacle-là est à la fois le produit et le créateur cette nouvelle manière de vivre le féminisme qui, pour moi, maintenant est totalement dans le don, dans l'altruisme, dans la solidarité, dans la sororité. Je me sens... Enfin, quand je médite, quand je fais des méditations, je me sens connectée à toutes les femmes du monde. Mais je le sens vraiment. Enfin, je me sens appartenir à cette moitié de l'humanité, à cette histoire tue, à toutes ces penseuses, ces artistes dont on ne connaîtra jamais l'existence parce qu'elles n'ont pas été répertoriées ou parce que même on les a juste pas laissées s'exprimer parce qu'elles étaient femmes. De toute cette mémoire, de toutes ces femmes battues et battantes. Je me sens presque dépositaire, pas à titre personnel, il n'y a aucune vanité là-dedans. Ma vanité, je la place ailleurs dans mon métier d'actrice ou quand je me fais applaudir parce que je fais ça très bien. J'ai de la vanité, bien sûr, mais elle n'est pas là. Là, à cet endroit-là, c'est autre chose, vraiment. J'ai l'impression d'être un réceptacle, une messagère. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que tout ça ne serait pas possible si tu te présentais comme une victime. Quand on se prend pour une victime, c'est à ce moment-là qu'on s'accorde la possibilité d'être un bourreau, d'utiliser les mêmes moyens par lesquels on a souffert pour faire souffrir quelqu'un. Et ne pas être une victime, c'est justement essayer de mettre les choses sur un autre niveau. Alors, j'entends tout à fait ce que tu dis, effectivement. Et en fait, c'est vrai, c'est marrant, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé là, depuis le début de cet entretien. Mais effectivement, pour moi, en aucun cas, ni le féminisme en général, ni le mien, ni mon spectacle, ni rien de ce que je dis ou fais ne concerne une opposition entre les hommes et les femmes. À aucun moment. Pour moi, le féminisme, en tant qu'humanisme, est quelque chose qui est bénéfique pour l'humanité entière, tout genre confondu. Donc pour les hommes aussi. Donc pour les hommes aussi, évidemment. Et que nous sommes aujourd'hui, hommes et femmes, et les autres, à la fois les victimes et les responsables d'un système ancestral. Quand tu dis les autres, ce sont les trans, ce sont tous les gens qui sont en transition, qui ont décidé de changer de sexe. Qui sont pour l'instant qui sont pas cisgenres, qui sont pour l'instant identifiés ni hommes ni femmes et qui ne le sont peut-être jamais, et qu'on a très souvent tendance à oublier. Et si déjà c'est compliqué d'être une femme, j'ose à peine imaginer ce que c'est que de se sentir homme avec un sexe de femme ou l'inverse, ou d'avoir décidé justement de ne pas choisir, ce qui n'est pas du tout accepté encore par nos sociétés, mais qui pour moi est d'abord, ça existe, donc point, ça doit être respectable au même titre que toutes les autres formes d'appréciation de soi-même. Mais en plus, il me semble que c'est quelque chose qui est très intéressant à creuser justement dans cette idée d'égalité. Enfin, je pense que ça me semble compliqué de penser l'égalité entre les sexes sans repenser le genre et les genres. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, il y a un système ancestral qui est le patriarcat, et qu'aujourd'hui, hommes et femmes, on en est les victimes. Le patriarcat n'est pas la faute des hommes d'aujourd'hui, ni celle des femmes d'aujourd'hui, et les hommes d'aujourd'hui en sont victimes comme les femmes d'aujourd'hui. Donc pour moi, on est juste là, dans un marasme qui a des millénaires, et il faut ensemble qu'on s'en sorte. La galanterie, qu'est-ce que tu penses de la galanterie? Est-ce qu'il n'y a pas derrière la galanterie une espèce de machisme caché? Moi, par exemple, quand je tiens la porte, je tiens la porte à un homme ou à une femme. Juste, je tiens la porte parce que je suis une humaine qui prend en considération les autres humains et que je ne leur lâche pas la porte dans la gueule. Donc ça, c'est juste de la civilité. Alors pourquoi ça s'appellerait galanterie quand c'est un homme qui le fait à une femme et pas quand c'est une femme qui le fait à un homme? Ça me semble bizarre. Mais parce que c'est pas la même chose. La galanterie, c'est une espèce de civilité appuyée en direction des femmes. Alors, moi, je trouve ça très, très compliqué, ces sujets, et c'est vraiment ce qui est ressorti au moment de MeToo, etc., notamment en France, où certaines femmes avaient peur d'un coup de ne plus pouvoir être séduites, et de la galanterie à la française, etc. Bon, moi, personnellement, je suis dans mes rapports aux hommes, dans mes rapports de séduction, donc je suis pas forcément hétérosexuelle, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, oui, enfin, dans une relation hétérosexuelle, disons, mais... Moi, j'aime ça. J'aime effectivement. Je suis plus excitée, plus séduite par un homme qui va être plus grand, plus fort, qui va me tenir la porte, qui va être protecteur. Voilà, tout ça me plaît. Mais me plaît
dans le domaine de la séduction, et donc dans le domaine de la sexualité et de ce qui va autour, de la sensualité, de tout ça. Après, c'est pas parce que j'ai envie qu'ils me protègent et qu'ils prennent soin de moi que j'ai envie qu'ils soient mieux payés que moi. Et donc ça, c'est quelque chose qui semble évident, mais que malheureusement beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où ils vous protègent, bah, c'est normal qu'ils soient rémunérés pour le faire, en quelque sorte. Donc ça, c'est absurde. Mais j'ai bien conscience que quand je défends... Enfin, j'ai bien conscience que ce goût que j'ai pour ce rapport homme-femme, je ne peux en aucun cas le défendre parce que c'est la porte ouverte. Ensuite, il y a des inégalités dans le dur, quoi. Et c'est surtout que c'est mon choix à moi. De la même manière que j'aime assumer ma féminité avec, bon là ça se voit pas aujourd'hui, mais je porte beaucoup de talons, je me maquille, des décolletés, j'adore ça. Et je me battrai toujours pour continuer à avoir le droit de porter ça. Mais c'est ce qui est un droit que je n'ai pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, à Paris, je ne peux pas m'habiller comme ça à n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit. Et si je m'habille comme ça aura des conséquences sur la manière dont on va me percevoir, mes employeurs, mes supérieurs, les gens dans la rue, etc. Donc c'est quand même fou. Aujourd'hui, en 2019, c'est un droit que je n'ai pas encore. Je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux. C'est dans la loi, mais c'est pas dans les faits. Les femmes, ce qui est terrible, c'est que la plupart d'entre elles ont intégré ça. Et donc elles te disent, si je m'habille comme je veux. Elles ne se rendent pas compte qu'avant de sortir, elles vont tirer sur leur jupe, enlever leurs talons, mettre des baskets. Elles ont intégré ça. Donc ça, je me battrai toujours pour avoir le droit, moi, de m'habiller comme je veux. Et il se trouve que moi, mon goût à moi est dans cette féminité un peu exacerbée. Mais il ne faut surtout pas que ça devienne une injonction. Il est capital que d'autres femmes puissent continuer à avoir le droit, si elles veulent, de se laisser pousser les cheveux blancs, les poils, d'être en basket, sans qu'on vienne les emmerder et les prendre en défaut de féminité en disant « Non, non, non ». Et ce truc de galanterie, c'est pareil. C'est-à-dire que, à la fois, je voudrais que ça puisse continuer d'exister, mais là, pour l'instant, tant que les femmes seront en danger, s'il faut faire l'économie de la galanterie pendant quelques années, tu sais quoi, faisons-le. Enfin, on n'en mourra pas, alors qu'on meurt d'être violé, d'être agressé. Je viens de te poser des questions. Est-ce que tu souhaites me poser une question ? Ah oui, enfin, une double question. Depuis combien de temps es-tu à New York ? Qu'est-ce qui t'a amené ? Je suis à New York depuis 9 ans et c'est l'amour qui m'a amené. Parce que j'ai rencontré ma femme dans le métro, justement, ici, dans le métro à New York. C'est pas vrai. Tu as rencontré ta femme dans le métro à New York, vous êtes tombé amoureux et tu t'es installé à New York pour elle. J'adore. Pour elle et pour moi, pour nous. Bien sûr, pour vous. Ouais. C'est génial. Et je ne te demande pas si tu es heureux parce que tu as l'air. Ça se voit, ça fait envie. Et dans le métro, elle est venue vers toi ou tu es venu vers elle ? Je suis allé vers elle. Et ça l'a pas effrayé du tout ? Non. Non, enfin, je ne suis pas allé vers elle de façon agressive. Oui, bien sûr. Je suis allé vers elle pour lui demander un renseignement. Mais je crois qu'en fait, j'avais envie de la rencontrer. Oui, c'est ça. Tu as été guidé vers elle malgré toi. En tout cas, c'est grâce à elle qu'on a cette discussion. Donc, je te remercie, je t'embrasse, si tu m'entends, quand tu m'entendras. Merci beaucoup, c'était très agréable. Je vais sortir de cette pièce. Prends, s'il te plaît, le micro et ajoute à l'entretien ce que tu souhaites. C'est une pression énorme. Là, je suis avec un micro dans la main, toute seule au milieu d'une pièce avec une table ronde. Enfin, je suis à une table ronde au milieu d'une pièce toute seule qui est au milieu d'une université, au milieu d'une place, University Place of New York. Et je suis au milieu d'une ville, New York, au milieu des États-Unis, au milieu d'un continent avec des océans de chaque côté et au milieu de... Et d'un coup, je me recule et je me vois toute seule, toute petite, avec ce petit micro tout rond, comme la Terre, à la surface de la Terre énorme. Et en me disant que grâce à la magie des ondes et du podcast, ma voix peut être entendue à n'importe quel endroit de cette planète toute ronde. Et j'espère de tout mon cœur que ce témoignage d'un être humain, d'une femme à la surface de la Terre quelque part, trouve des échos dans le cœur et la tête d'autres êtres humains, d'autres femmes et d'autres hommes et d'autres gens à la surface du monde. Et ça m'émeut beaucoup, cette idée. Bisous. Merci Noémie Delattre d'avoir partagé ce moment avec moi. Musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Sounds Like Portraits, Philippe Ingard. À bientôt.